l'Amérique latine serait-elle de nouveau la chasse gardée des États-Unis ? Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump cherche à retrouver son influence sur ses voisins du Sud. Il identifie ses alliés, ses ennemis et ceux avec qui il peut négocier, car entre l'admiration de Nayib Bukele au Salvador et le bras de fer de Nicolás Maduro au Venezuela, ses relations avec les dirigeants d'Amérique latine révèlent aussi la division de tout un continent. Je suis Solène Alifa et vous écoutez Le Pari Latino de Trump, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, épisode 3, avec le Salvadorien Bukele, une admiration mutuelle. Nous sommes le 26 septembre 2019 à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Nayib Bukele, récemment élu président du Salvador, monte à la tribune et commence son discours. Au nom du peuple du Salvador qui m'a donné l'honneur et la responsabilité d'assumer les fonctions de président, et à ce titre j'ai le plaisir de prendre la parole devant vous pour la première fois. Pour l'instant, rien d'anormal, jusqu'à ce que le président glisse la main dans sa poche et en sorte son smartphone. Maintenant, juste une seconde, si vous me le permettez. Les yeux rivés sur l'écran de son portable, Nayib Bukele laisse s'écouler quelques secondes de silence. Il tend les bras, montre son plus beau sourire et immortalise le moment. Le président salvadorien vient de se prendre en photo à la tribune de l'ONU, sous les yeux médusés des diplomates. Sur le selfie, sa tête apparaît en contre-plongée, avec au-dessus le logo des Nations Unies, la carte du monde entourée de branches d'olivier. Le chef d'État poursuit alors son propos. Le nouveau monde n'est plus dans cette assemblée générale, mais là où va aller cette photo, sur le réseau social le plus grand du monde. Croyez-moi, il y a plus de personnes qui verront ce selfie que de personnes qui écouteront ce discours. J'espère que la photo sera bien. Chers auditeurs, depuis le début de cette série, on imagine une application de rencontres fictive qui mettrait en relation Donald Trump avec les dirigeants d'Amérique latine. On s'est dit que Nayib Bukele aurait forcément mis sur son profil ce selfie pris en plein discours à l'ONU. Et le goût pour la provocation, ce n'est pas le seul point commun entre les deux chefs d'État. Pour parler du dirigeant du Salvador, Nayib Bukele, je suis toujours avec Axel Gilden, journaliste au service Monde de l'Express. Bonjour Axel. Bonjour Solène. Axel, je te propose de reprendre notre application de rencontre imaginaire. Cette fois-ci, c'est donc le profil du président salvadorien qui apparaît. On retrouve son selfie aux Nations Unies, mais aussi des photos avec la casquette à l'envers. Un peu étonnant pour un dirigeant. Alors Axel, comment Nayib Bukele est-il arrivé en politique ? C'est une personnalité atypique pour un président, un peu un style à la Trump, avec un profil de businessman qui est totalement disruptif, qui se soucie très peu des codes politiques. C'est un fils d'immigrés palestiniens aussi. Il est né au Salvador. Sa famille était assez influente. Son père était l'imam de la mosquée de San Salvador, la capitale. Il a décidé de se lancer en politique. Il a d'abord été élu maire en 2015 dans ce pays qui était alors complètement gangréné, ravagé par les cartels, les maras, les cartels de la drogue qui étaient les plus dangereux à l'époque de l'Amérique latine. Et puis il s'est présenté à la présidentielle et il a réussi à être élu en 2019 à l'âge de 37 ans seulement. Et donc c'est un énorme changement culturel pour le pays. Et ce changement important, j'en ai parlé il y a quelques jours avec Gaspard Estrada, politologue spécialiste de l'Amérique latine, que tu m'avais conseillé d'interroger Axel pour préparer ce podcast. C'est un changement en gros de paradigme lorsqu'il arrive à la tête du Salvador. Tout d'abord compte tenu de sa jeunesse par rapport à une classe dirigeante qui, elle, était beaucoup plus âgée, marquée par une expérience, le Front Farabundo Martí, qui était à la base le parti de Nayib Bukele, avec plusieurs expériences au pouvoir qui avaient été plus ou moins réussies, mais aussi avec beaucoup d'échecs. Et un échec patent, la question de la sécurité. Donc avec une demande sociale extrêmement forte pour avoir des réponses. Et donc Bukele, dès le départ, il a voulu se dissocier en fait de cette classe politique en utilisant sa jeunesse, mais aussi son discours pour créer cette marque. Et il a voulu donner des réponses qui soient perçues comme étant efficaces, et notamment dans le secteur de la sécurité, puisqu'il s'agissait de la principale demande des Salvadoriens.
Élu sur la promesse de rétablir la sécurité au Salvador, Nayib Bukele déclare l'état d'urgence en 2022 et met en place toute une série de mesures chocs pour gagner la faveur de son peuple. Ce qu'il a fait, c'est des mesures qui visent à créer l'audimat, c'est-à-dire construire des prisons, mettre en prison des dirigeants de gangs, équiper les forces de police, l'armée, faire intervenir l'armée et multiplier les coopérations internationales pour pouvoir essayer de couper les réseaux liés au financement des gangs qui sont des structures criminelles extrêmement mobiles, transnationales, et donc avec le soutien aussi de, je dirais pas de la presse, mais d'une partie de la presse pour créer des effets dans l'opinion. Et cela avait beaucoup surpris les observateurs, puisque on disait que c'était une politique court-termiste et qui, in fine, s'essoufflerait. Pourquoi ? Parce que, voilà, on pouvait imaginer que ces politiques qui sont appelées en espagnol de mano dura, c'est-à-dire la main dure, auraient un effet assez limité. Or, force est de constater que depuis 2019, Bukele reste en place, qu'il est extrêmement populaire au jour d'aujourd'hui. Le président salvadorien applique donc des mesures très répressives, il emprisonne massivement, mais il se retrouve confronté au manque de place dans les établissements pénitentiaires. Et ça, c'est un élément important de sa politique et de sa relation avec Trump, on va le voir. Axel, comment il va y faire face ? Encore une mesure qui vise à marquer la population. Il a créé le CECOT, c'est-à-dire le Centre de confinement du terrorisme, qui est un établissement qui vise à enfermer les membres des gangs criminels et qui est immense. Il y a 40 000 places, il pourrait s'agrandir jusqu'à 80 000 places. Et à titre de comparaison, rappelons qu'en France, on a juste 62 000 places de prison sur tout le territoire, alors qu'on compte à peu près 10 fois plus d'habitants. Les conditions de détention sont drastiques, les hangars sont ultra sécurisés, des gens qui vont en général probablement ne jamais sortir de cet établissement aussi. Et finalement, quel est le bilan de cette politique que mène Nayib Bukele au Salvador ? Il est clair, il a réussi à faire chuter la criminalité dans son pays de manière spectaculaire. Ça, on ne peut pas lui ôter ça, au point que le tourisme a repris. Et à l'époque, avant sa présidence, c'était vraiment le pays où il ne fallait surtout pas aller quand on se promenait dans la région. Parce qu'effectivement, les taux étaient délirants. Cependant, beaucoup d'arrestations se sont faites sur des bases arbitraires, sans jugement, sans respecter les droits de l'homme. Et beaucoup de rapports, d'ailleurs, dénoncent les conditions de détention en prison. Les images de ces prisons qui nous parviennent sont des hommes entassés, le crâne rasé, menottés, et qui doivent avancer, les mains dans le dos, penchés en avant. Mais il faut toujours rappeler que les Salvadoriens trouvent ça très bien, parce qu'effectivement, ils ont vécu dans la peur par le passé, et ils ne comprennent d'ailleurs pas toujours très bien pourquoi, en Occident ou en Europe, les commentateurs dénoncent leur président qui leur a rendu en quelque sorte une forme de liberté. Une communication outrancière et populiste, un exercice du pouvoir qui bafoue les droits de l'homme et la démocratie. Nayib Bukele compte bien mettre en avant ces caractéristiques pour séduire le président américain. Donald Trump et Nayib Bukele ont beaucoup d'affinités en matière de leur conception de la démocratie, de leur conception des droits de l'homme et de l'état de droit. Et il y a un rapprochement qui s'est noué ces derniers mois entre les deux gouvernements. Axel, tu peux nous expliquer de quel rapprochement parle Gaspard Estrada ? Oui, alors c'est un rapprochement de circonstances. Gaspard Estrada fait référence à leur coopération au sujet des places de prison. On le sait, Donald Trump a promis d'expulser massivement des migrants qui se trouvent sur le sol américain. Et Bukele, justement, lui, dispose de places de prison. Il a donc proposé à Donald Trump, au mois de mars, d'incarcérer des personnes qui seraient expulsées des États-Unis dans son fameux centre de détention appelé le CECOT. Et aujourd'hui, presque 300 migrants ont été envoyés. La majorité sont des Vénézuéliens qui sont accusés
soupçonnés d'être des membres de l'organisation criminelle internationale Tren de Aragua, classée d'ailleurs organisation terroriste par Washington en février dernier. Donc c'est le sujet qu'ils ont évoqué lors de la visite de Bukele à la Maison-Blanche récemment. Et j'ai juste demandé au président Bukele à propos de ce complexe massif qu'il a construit, ce complexe pénitentiaire, j'ai dit « Pouvez-vous en construire d'autres, s'il vous plaît ?» C'est autant de personnes que nous pouvons expulser de notre pays et que l'incompétent Joe Biden a laissé entrer en ouvrant les frontières. Donc c'est encore une mesure qui a fait du bruit comme Bukele les aime. Bukele et Trump, ils aiment la publicité, même la mauvaise publicité. Sauf que tout ça, ça pose tout un tas de problèmes de droit et de droits de l'homme. D'ailleurs, commençons par dire que le droit n'est pas le même aux États-Unis et au Salvador. Certains migrants peuvent être juste en situation irrégulière et ne sont pas du tout des criminels. Ils arrivent au Salvador, ils sont considérés comme des criminels, alors qu'en fait, ça peut aussi être des zones d'honnêtes pères de famille, si je peux dire. Alors bien sûr, il y a aussi des criminels, mais je veux dire, tout le monde ne l'est pas, donc on peut pas aveuglément mettre tout le monde dans le même panier. Et il y a d'ailleurs eu le cas de Kilmar Armando. L'administration américaine a reconnu une erreur puisqu'il avait été expulsé et il n'était plus expulsable depuis 2019. Donc la justice américaine a exigé qu'il soit ramené aux États-Unis, mais l'administration explique en même temps qu'elle n'a plus aucun pouvoir de le ramener justement aux États-Unis, car il se trouve sur le sol salvadorien. Cette coopération et cette amitié entre les deux hommes vient redorer la relation entre le Salvador et les États-Unis, qui était bien abîmée durant le mandat de Joe Biden. C'est ce qu'explique notre expert Gaspard Estrada. Durant la fin de l'année 2024, Nayib Bukele avait fait part d'exaspération vis-à-vis d'une administration démocrate qui ne l'écoutait pas. Et c'est pour ça qu'il s'était, d'une certaine manière, rapproché de la Chine, envoyé des signaux vis-à-vis de la Chine. Et c'est en fait quelque chose qui est assez intéressant puisque les pays latino-américains aujourd'hui n'hésitent plus à utiliser la Chine pour essayer d'envoyer des signaux à Washington, pour montrer leur mécontentement. Donc de ce point de vue-là, il y a un réalignement vis-à-vis des États-Unis sous Donald Trump et qui prend corps à travers les questions de sécurité. L'intérêt de la Chine pour l'Amérique latine, on l'a justement évoqué hier. Alors, ce rapprochement entre le Salvador et la Maison-Blanche peut-il se faire au détriment de Pékin ? Ils ne vont pas rompre avec la Chine, ils vont maintenir les relations avec la Chine, mais il me semble que aujourd'hui, Bukele veut s'afficher comme un partenaire préférentiel de l'administration républicaine en Amérique centrale et que tout sera fait pour améliorer et maintenir cette relation. Nayib Bukele drague donc Donald Trump, mais ne veut pas perdre non plus sa carte avec la Chine. Et parmi les nouveaux alliés du président américain, il n'est pas le seul à jouer les équilibristes. Revenons, chers auditeurs, à notre application de rencontre pour dirigeants. Donald Trump n'a pas seulement matché, donc établi un lien avec Nayib Bukele. On trouve aussi dans ces matchs Javier Milei, le président argentin, et Daniel Noboa, récemment réélu à la tête de l'Équateur. Axel, à quoi ressemblent les profils de ces deux dirigeants ? Alors encore une fois, ils ont des profils semblables à Trump, ils sont proches idéologiquement et dans leur style. Milei est un économiste ultralibéral d'extrême droite, il a 55 ans, il a été élu en 2023, il est célèbre évidemment pour cette image où on le voit tenir une tronçonneuse qui symbolise les coupes budgétaires qu'il comptait faire et qu'il a faites. Il est contre l'avortement, il est climato-sceptique et pour finir, on l'a surnommé le Trump de la Pampa. Il n'hésite pas non plus aussi à être grossier, plus que Trump d'ailleurs. À chaque fin de discours, il dit « la liberté, bordel ». Viva la libertad, carajo! Viva la libertad, carajo! Alors, Noboa, c'est un peu différent. Il est moins communicant, il est jeune, il a 37 ans, il a été élu lui aussi en 2023 pour finir le mandat de son prédécesseur qui avait déclenché des élections anticipées. Lui aussi est partisan de la manière forte pour lutter contre les narcotrafics et les gangs qui ont pris une importance considérable ces dernières années. Il s'est en fait inspiré un peu aussi du modèle Bukele. Il envoie l'armée. Et 15 jours avant sa réélection en 2025, il s'est affiché en photo aux côtés de Donald Trump pour bien montrer au pays qu'il aimerait recevoir l'aide de l'ami américain afin de lutter contre la violence dans son propre pays. Ces deux dirigeants, Noboa et Milei, cherchent de la même manière que Bukele à créer cette relation privilégiée
avec Washington. Dans le cas de l'Argentine, ce serait une sorte de réédition de ce qu'on appelait la relation charnelle entre Menem et l'administration Bush. Carlos Menem, donc un dirigeant péroniste, là pour le coup de centre-droit, qui avait fait la relation avec les États-Unis l'alpha et l'oméga de sa politique étrangère. Il s'agit de dirigeants qui misent sur leurs relations humaines avec le président américain, qui cherchent à obtenir des dividendes de cette relation en matière d'investissement, en matière de financement de la part des autorités américaines. Mais de la même manière que le Salvador, un dilemme se pose pour ces pays. Que faire de ces liens avec Pékin ? Compte tenu que, notamment pour l'Équateur et l'Argentine, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de ces pays. Donc il y a un enjeu aussi économique qui est extrêmement important, notamment pour l'Argentine, compte tenu de la dégradation de sa situation économique. L'Argentine ne peut pas se permettre de mettre fin à ses relations avec Pékin. L'Équateur ne peut pas se permettre de mettre fin à ses relations avec Pékin. Pourquoi ? Parce que l'Équateur aura énormément de mal à maintenir sa croissance sans l'exportation de bananes, par exemple. Maintenir de bonnes relations avec la Chine tout en courtisant Washington, les dirigeants pro-Trump tentent de jouer sur deux tableaux, mais le président américain, lui, ne fait pas autant d'efforts pour leur plaire. Dans son esprit, en fait, ces dirigeants ont besoin de lui beaucoup plus que lui a besoin d'eux. Donc il s'agit à la base d'une relation asymétrique. Donc, de ce point de vue-là, les termes de ce genre d'alliance sont toujours, fragiles. On le voit par exemple au Brésil, avec Donald Trump et Jair Bolsonaro. Durant le premier mandat de Donald Trump, Jair Bolsonaro était très proche de la famille du président américain. Et depuis le retour aux affaires de Donald Trump, la famille Bolsonaro misait beaucoup sur l'administration américaine pour essayer de faire pression sur l'autorité judiciaire brésilienne pour éviter la prison de l'ancien président brésilien. Alors certes, force est de constater qu'il y a eu ici ou là quelques signaux d'encouragement ou d'amitié de la part du président américain, mais il n'y a eu pas jusqu'à présent de véritable solidarité pour défendre ce dirigeant d'extrême droite. Et donc de ce point de vue-là, je pense que ces relations sont assez asymétriques et elles restent fragiles parce qu'elles sont basées sur un élément, de complicité, de confiance, mais in fine, il s'agit de relations entre États et les intérêts des États parfois vont au-delà de ces relations d'amitié ou de sympathie. Axel, le rapport de force, il est donc plutôt en faveur de Donald Trump. Oui, bien sûr. J'allais dire à la fois par sa personnalité et par le poids de son économie et par le poids historique des États-Unis sur le continent, la balance penche évidemment du côté de Trump. Mais Trump a aussi intérêt à avoir des bonnes relations et des alliés dans la région. Ses amitiés lui permettent de diffuser son message et de propager ses idées conservatrices. Donc oui, c'est là un enjeu de communication. Et ses dirigeants peuvent aussi l'aider dans sa politique intérieure. On l'a vu avec Bukele, qui est devenu une pièce maîtresse pour son plan de déportation des migrants, puisque ça, c'est l'agenda de Donald Trump, c'est là-dessus qu'il a été élu, c'est l'expulsion des migrants. Et d'un point de vue de la politique extérieure, Trump et son administration comprennent que s'ils ne créent pas des relations avec les dirigeants d'Amérique latine, c'est la Chine qui prendra la place. Il y a donc une guerre d'influence qui est menée entre ces deux grands pays. C'est ce dernier quart de siècle, la Chine a pris beaucoup d'avance et les États-Unis doivent maintenant rattraper leur retard. On l'a bien compris, la rivalité entre Pékin et Washington est donc toujours au cœur des enjeux latino-américains. Merci beaucoup Axel pour ce récit sur la relation entre Nayib Bukele et Donald Trump. On te retrouve demain pour le dernier épisode de notre série. À demain. Demain, on s'intéresse à un dirigeant beaucoup moins complaisant envers Donald Trump. Il s'agit de Nicolas Maduro au Venezuela. Pour ne pas rater ce dernier épisode et les prochaines séries, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer ou Podcast Addict. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez nous laisser des commentaires. Le Paris Latino de Trump est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros et Sébastien Salis, avec Charlotte Baris et Emeline Dulio.